quel Pérezina les amis. Le Mexique a brûlé les ailes de Sergio Pérez et on va en parler tout de suite dans le débrief du Grand Prix du Mexique, 19e manche du championnat du monde de Formule 1. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le salon, le nouveau salon temporaire en tout cas des pistonnés. On va se régaler, on est ensemble pendant 1 heure pour débriefer tout ça avec monsieur Hamza Rahmani, monsieur Brice Germain. Comment ça va, messieurs ? Bonjour Emmanuel, comment allez-vous ? Bonjour Hamza, vous allez bien ? Ça va et vous-même ? Super. On n'est pas chez Bernard Pivot là, par contre. Redeviens Hamza Rahmani s'il te plaît. Tu penses quoi de Lando Norris ? Ne le lance pas tout de suite. On en parlera. Ne le lance C'est pas un peu tout de trop suite. calme là quand même. C'est vrai. Bah, faut dire que la nuit a été courte aussi, les gars. C'est la dernière d'ailleurs, c'est la dernière courte nuit de cette saison 2023. Vous êtes soulagé un peu ou pas ? Enfin. Enfin. Franchement, enfin. Vivement que la saison se termine. Ouais, on boit le calice jusqu'à la lie avec cette saison 2023. Comment il va, Brice Germain, depuis le passage à Marseille ? Bah écoute, à Marseille ce week-end. j'ai encore la fatigue dans les pattes. Ouais. Mais non, c'était cool d'aller faire cette émission délocalisée. On délocalise en France. Hein, Ouais. On n'est pas à la solde des grands groupes encore. Ça peut venir. Mais non. On peut se laisser tenter. Hein. Non, ça va. Et contrairement à vous, moi j'ai trouvé la course vraiment sympa. Et j'ai plein de pamphlets à faire. C'est vrai, des pamphlets aujourd'hui. Des blâmes, Ah ouais. Ok. Je suis chaud comme la braise. Et bah écoute, j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet, en tout cas avec vous les amis. On va regarder justement, quels sont les 4 enseignements qu'on a retenus après ce Grand Prix du Mexique. On va forcément évoquer la question de Sergio Pérez. Quel Pérezina on a vécu hier avec ce crash dès le premier virage. On évoquera aussi le drapeau rouge et les grands perdants d'un drapeau rouge qui, moi, m'a un peu gâché le spectacle, mais on aura l'occasion d'en parler ensemble. Norris étincelant, Russell décevant. On a décidé de prendre 2 trajectoires dans cette saison 2023 et de les opposer. Oui, on va dire du bien de Lando Norris, peut-être en tout cas dans cette émission. Heureusement qu'il y a 2 chroniqueurs, mais... On va surtout dire du mal, je pense, de George Russell. Pour une fois, en tout cas, on n'a pas encore ouvert le dossier. Et puis, bienvenue à Mexicao, parce que ça a été le chaos un petit peu autour du circuit. Alors, on va pas faire de parallèle avec le football et ce qui s'est passé hier du côté de Marseille, mais on va dire que la Formule 1 n'a pas donné les meilleurs exemples du côté du Mexique. On aura l'occasion d'y revenir dans ce 4e enseignement. Les gars, vous êtes chauds pour commencer ce grand débrief. Petit jingle, mon polo, et on attaque dans le vif. Et avant d'entrer dans le détail de ces 4 enseignements, on va se remémorer aussi le classement à l'arrivée des 71 tours de ce Grand Prix du Mexique avec la 51e victoire en carrière de Max Verstappen, illégal. Alain Prost, au nombre total de victoires, 41 victoires depuis 2021. C'est autant qu'Ayrton Senna sur l'ensemble bien sûr de sa carrière. Et puis un nouveau record est tombé hier, 16 victoires dans la même saison. Il a battu son propre record de l'année dernière. Impossible de ne pas vous lancer sur Max Verstappen parce qu'on n'en parlera pas, les gars, par la suite dans le débrief de cette course. Qu'est-ce que tu veux dire à part ce qu'on a déjà dit 1000 fois et 1000 fois. Enfin, 16 victoires, c'est démentiel. 491 points. Pour rappel, vous savez que la super licence s'achète et son prix dépend du nombre de points que vous mettez dans la saison. Max Verstappen, comme les impôts, quoi. Un peu. Ouais, voilà, c'est son impôt à la source, on va dire. Il va devoir dépenser plus d'1 million d'euros pour payer sa super licence tellement il a mis de points cette saison. Voilà, bon, c'est 120 points d'avance sur Mercedes. Il peut être champion du monde des constructeurs à lui tout seul au Brésil. Dès le Brésil. Oui. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Très rapidement sur sa course parce que ça a encore été la perfection. Moi, tu l'as vu sa course, toi ? Par le par le départ après le drapeau rouge. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'il est derrière, il se retrouve premier au premier virage et lorsqu'il est devant, il maintient sa première place au premier virage. En fait, c'est juste, tu sais, sur le moment, tu le vois au premier virage premier, tu fais. Mais c'est pas possible. Mais comment il fait ? Mais juste, attends, c'est écœurant en fait. Ouais. Comment il fait ? Surtout que c'est peut-être qu'il est aidé Mexico. par le départ peut-être un peu raté de Leclerc, mais quand même, le temps de réaction, t'as l'impression qu'il est supersonique. Enfin, un départ exceptionnel. Le deuxième départ, vraiment, il est fantastique. Sur le premier, on se dit, ouais, mais c'est parce que la 3e place, elle est vachement avantageuse au Mexique. Sur le deuxième, tu te dis, bah, Hamilton, il va faire ça. En plus, il est en médium. Bah oui. Que dalle. Verstappen, il arrive au premier virage, il a 40 mètres d'avance, tout est plié. Mais un truc sur ce premier virage de Mexico, sur les 6 dernières éditions de Mexico, donc depuis 2017, 7 dernières éditions, si tu exclus 2019 de la balance, il s'est toujours retrouvé au premier virage en tête. Et sur ces 6 éditions où il s'est retrouvé au premier virage en tête, 4 fois il part pas en pôle. C'est fort. C'est-à-dire que le gars sur cette ligne droite là,
Il est chez lui. Quoi. Ouais, vraiment, En vraiment. pantoufle. Il est encore plus chez lui que nous dans le canapé. Là. Et ça veut aussi dire que 2 fois, il reste en tête. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que. Donc c'est quand même une performance, ça Et aussi. donc un 6 sur 7 si on exclut 2019 pour le coup. Quand on voit ces stats, les gars, on peut être rassuré d'une chose. On a quand même du mal à croire qu'il puisse le faire comme ça pendant 2 ans, 3 ans de suite. Une telle domination, ce serait du jamais vu en Formule 1. Méfie-toi. Ouais, c'est vrai. Méfie-toi. Ne jamais dire jamais. Un 23 sur 23 est potentiel en 2024. On parlera pas de Max Verstappen et de son nouveau record, les gars, dans cette émission, dans les enseignements. On n'évoquera pas, enfin, on ne parlera pas non plus d'une théorie du complot qui est née samedi. Une nouvelle. Et que j'ai envie que Hamza nous développe quand même un petit peu dans ce début d'émission. Non, disons que je trouve étonnant qu'un pilote de l'expérience de Fernando Alonso, on rappelle un pilote le plus expérimenté de l'histoire de la Formule 1, enfin celui qui a le plus piloté dans l'histoire de la Formule 1 au nombre de Grands Prix, commette une erreur à 1 minute de la fin de Q1 alors qu'il est qualifié, provoquant malheureusement de manière totalement involontaire évidemment un drapeau jaune, ce qui de fait empêche toute possibilité d'amélioration pour les pilotes derrière lui, notamment Lando Norris et tant d'autres. Voilà, c'est une erreur à reprise de gaz. Bon, bah ça peut arriver à tout le monde. Et effectivement, oui, j'ai été surpris aussi par le temps qu'a mis Fernando Alonso avant de reprendre la piste. Malheureusement, il ne pouvait pas parce qu'effectivement, il y avait des voitures qui arrivaient face à lui. Donc, Je te trouve dur sur l'erreur de reprise de gaz parce que c'était arrivé à Nelson Piquet à Singapour et personne n'a rien dit. Hein. Oui, on l'a su un peu plus tard. Signé au Piquet. Ouais, franchement, c'est pas cool. Non, mais voilà, je trouve que cette erreur-là arrive au bon endroit et au bon moment. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça veut dire que Brice Germain souscrit à cette théorie du complot ou pas? Quand c'est Ah, mais Fernando après, Alonso, il est malin, généralement, non, mais- pas, hein. Il est malin, Fernando bien Alonso. sûr. On ne saura jamais de toute façon. Il n'y a que lui, c'est le seul à le savoir. Un acte diabolique de Fernando Alonso, bon, est-ce que je suis étonné? 2, c'est vrai que c'est long hein, de passer le neutre, puis derrière repasser la première, puis se remettre d'un tel choc. Ah, c'est l'âge Parce aussi. qu'il faut. Ah bah, non, mais attends. T'as pas tous tes réflexes Il était cognitifs. hein. essoufflé là. C'est vrai que c'était le plus essoufflé aussi au Qatar. Hein. Donc, c'est pas que j'y souscris, c'est que ça serait. Ce serait du pilote de Formule 1 années 90 tout craché et que on n'aura pas la preuve et on va peut-être pas faire non plus dans le hors factuel mais Non, mais c'est un sentiment, c'est une intuition. mais c'est un sentiment qui te fait sortir l'émoji sourire. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me souviens aussi d'une déclaration d'Alonso en Russie où quand les pilotes coupaient le premier virage, où à l'époque il disait bon bah maintenant s'il faut faire ça et qu'on n'est pas sanctionné, je vais le faire. Bon bah voilà, Et puis c'est du Alonso. Il joue avec le règlement. Il a appris du meilleur. Je vous rappelle qu'en 2006 à Monaco, c'est lui qui souffre de ça et que bon Rosberg l'a fait aussi donc bon est-ce que ce serait étonnant de voir ça sachant que la voiture vaut plus rien bon c'est du Fernand tout craché quoi. Du Fernand. I'm the bad guy. Du Fernand comme on l'aime. Fernand d'ailleurs, ce sera à Fernando Alonso. Ce sera l'objet d'un grand débat ce mercredi avant le Grand Prix du Brésil où on se posera la question justement est-ce que il est condamné à l'échec pour rendre hommage bien sûr toujours dans cette émission à Kerry James. Vous savez qu'on est assez friand. On attaque le premier enseignement les gars. Faut absolument qu'on parle de Sergio Pérez qui s'est complètement brisé les ailes sur ce premier virage. Il a complètement explosé en vol lui qui vivait son Grand Prix à domicile, 17 points sur les 4 dernières courses engrangées, c'est 2 abandons, 5 courses sans podium et un titre désormais de vice-champion en danger. On rappelle 21 points maintenant d'écart avec Lewis Hamilton. Alors il faut mettre en parallèle ce week-end compliqué de Sergio Pérez avec le week-end exceptionnel de Ricciardo. Le exceptionnel est entre guillemets puisque c'est les mots de Christian Horner. On rappelle que Ricciardo a battu Pérez en Q1, en Q2, en Q3. Qu'il avait un superbe rythme également avec cet AlphaTauri tout au long de la course, que la 7ème place engrangée à l'arrivée lui permet à son écurie de passer devant Alfa Romeo et Haas, et puis il y a quand même cette bourde de Tsunoda qui va coûter cher à cette écurie, on aura peut-être l'occasion d'en toucher un petit mot. Pérez a explosé, ça y est, on faisait un débat la semaine dernière les gars sur l'avenir de Pérez, faut-il le couper du côté de chez Red Bull en vue de 2024 ? On a peut-être une première réponse en tout cas après ce week-end. Helmut Marko nous dit que non. Helmut Marko nous dit bon sang, arrêtez de me poser la question, il a un contrat pour 2024. Ce que Helmut Marko faut-il le croire ? Ce qu'Helmut Marko ne dit pas, c'est que les contrats Red Bull valent pour les deux écuries. C'est ça. Donc arrête de nous jouer de la flûte Helmut, c'est bon, ça saoule. Je ne vois pas comment ils peuvent continuer à conduire Sergio Pérez dans cette voiture. Parce que même chez lui, même avec le soutien de tout le public, même un soutien indéfectible jusqu'à la mort visiblement, il prend 5 dixièmes en rythme de course par Max Verstappen, ça c'est une chose, mais il se fait souiller par le Mercedes, les Ferrari et
Daniel Ricciardo. Enfin, les Ferrari. La Ferrari et la Mercedes. Donc, à partir de là, stop en termes de rythme, on le sait déjà. Ensuite, ce qui se passe au départ, je suis désolé, mais là, on en revient, et je pèse mes mots, à la dangerosité du pilote. Est-ce que il est en mesure émotionnellement à ce moment-là d'être lucide sur sa manœuvre? Parce que si c'est Charles Leclerc ou si c'est lui qui s'envole ou qui se retourne, c'est la même chose. Le move, il est lunaire. Il est aussi lunaire, voire certainement plus pour moi que celui de Lewis Hamilton au Qatar. Parce que Lewis Hamilton au Qatar, il a de la place et il tente d'y aller, mais juste il essaye de ne pas aller trop au large parce qu'il va mettre ses pneus dans le sable au Qatar. Là, Perez, il ne cherche même pas à élargir. Il ne voit pas que Max Verstappen est là. Et il estime que Charles Leclerc doit tourner à la corde, sachant que lui tourne plus tôt que la corde. Donc, il y a zéro logique dans ce move. Et ensuite, après ça, je suis Perez, je suis au Mexique, je suis dans ma situation. Avant d'aller parler aux caméras, je vois les images. Il va voir les images, je sais pas. Il parle derrière et il dit que c'est la faute de Charles. Ah, il a dit ça. Il le laisse comprendre. C'est un peu plus subtil que ça, mais c'est vrai que dans les c'est intentions, pas- il dans laisse les totalement intentions- comprendre ça. Dans les C'est pas le intentions message et que la je com, perçois. c'est un peu plus compliqué. On en parlera de cette citation. Est-ce que vous voulez revoir le move, les gars? Parce qu'on a fait, on a fait une petite infographie. Ça me rappelle Verstappen Hamilton, ça. Exactement, à Spa l'an dernier. On va regarder, si vous voulez, un petit décryptage. Je voudrais avoir ton avis, Hamza, sur le move, parce que on a gardé quelques clichés. Tout commence sur cette grille de départ. Vous le voyez, Sergio Perez, il est numéroté, enfin entouré, on va dire, en jaune. Il s'élance P5. C'est lui qui a le meilleur temps de réaction. Et il a un départ absolument parfait sur cette grille de départ. Il n'y a absolument pas de patinage. Très vite, il va prendre l'inspiration, on le voit, de Max Verstappen, ce qui va lui permettre de passer Daniel Ricciardo, de se rapprocher des Ferrari. Sur le cliché suivant, vous allez vous rendre compte qu'il n'a l'espace que d'aller à l'extérieur, à gauche de Charles Leclerc. Il a une vitesse bien supérieure. Vous allez le voir sur le plan suivant. Il se décale et prend donc cette trajectoire extérieure. Mais ce qui va étonné Sergio Perez, c'est que en fait Charles Leclerc va freiner très tard. Sergio Perez pensait être bien devant à l'amorce justement de ce virage, et on va le voir, Charles Leclerc qui est complètement pris en sandwich, Max Verstappen qui veut garder la corde, Sergio Perez qui lui se rabat un petit peu trop tôt, et là le crash, on le voit, il est complètement inévitable. C'est même un miracle que Charles Leclerc n'abandonne pas sur ce move. Hamza, comment tu l'analyses ce move? Qu'est-ce qu'il dit en tout cas de l'état de Sergio Perez aujourd'hui? Il est responsable, évidemment, à mes yeux. Peut-être a-t-il vu les images du départ de Max Verstappen en 2021, parce qu'il tente de faire exactement la même chose, parce que son départ à Perez, il est exceptionnel. Partir 5e et te retrouver à la lutte pour la première place au virage 1, 800 mètres plus tard, c'est un départ exceptionnel. Erreur de jugement, effectivement. Il peut, contrairement à Hamilton, au Qatar, il ne peut pas se réfugier derrière l'excuse du « je ne savais pas qu'ils étaient deux à droite », parce qu'il le voit, il sait que Max est à droite, il sait que Leclerc est juste à côté de lui. C'est la speed Max qui prend. Où il part où il part de derrière. Donc ça, il est au courant. Peut-être s'attend-il à ce que Leclerc freine, mais là, c'est, je trouve, une prise de risque quasiment inconsidérée de compter sur le fait que l'autre pilote va lâcher avant toi. Effectivement, je pense qu'il y a une grossière erreur de jugement à ce moment-là de Sergio Perez. Oui, il est responsable. Oui, il tourne comme s'il était quasiment seul ou comme s'ils étaient à 2 de front et pas à 3 de front. Surtout qu'il y avait la place et que justement au virage 1 au Mexique, on a l'impression que... Enfin, j'ai jamais piloté là-bas, mais j'ai l'impression que tu peux quand même amener assez de vitesse à l'extérieur. Pardon. Puis derrière, tu peux enrouler en tout cas, voilà. Et on l'a vu depuis quelques années maintenant, on le voit assez souvent et fréquemment, plus souvent peut-être en course qu'au départ. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, oui, Perez il est responsable. Maintenant, j'aimerais revenir sur les déclarations, sur la prise de position de Brice. T'inquiète. Je sais pas si... alors, tu parlais d'une déclaration, peut-être que tu l'as. Moi, c'est pas le message que j'ai ressenti, que j'ai perçu. D'autant plus qu'il a publié un message sur les réseaux sociaux où il dit... et il le disait déjà hier, enfin moi j'ai souvenir de cela, il dit
c'est un incident de course, quoi. Exactement. Regardez la déclaration que je vous ai gardée et je vous laisse en discuter parce que moi c'est plus l'approche de Sergio Pérez qui me pose problème à travers cette décla. Il dit à Sky Sports: la seule chose que je voulais aujourd'hui était de gagner la course. Je ne voulais pas me contenter d'un podium. J'ai donc pris un risque et je me suis lancé et tout aurait été bien différent si j'avais passé ce premier virage. Je suis bien sûr désolé pour tous les gens qui sont venus au circuit, mais je rentre à la maison l'esprit tranquille en sachant que j'ai tout donné. Quand il nous dit je cherchais à tout prix la victoire alors qu'il part 5ème et qu'on sait qu'il a un déficit de rythme par rapport à Max Verstappen, moi j'ai quand même l'impression que dans sa reconstruction, un podium à la maison aurait fait le plus grand bien quand même. Mais à bien Sergio sûr, Pérez. Une chance inouïe en fait. C'est que peut-être s'attendait-il, peut-être ne s'attendait-il pas, je ne sais pas. Mais quand tu pars 5ème et que tu te bats pour la première place au virage 1, au tour 1, il se dit que c'est une chance inespérée. Parce qu'il sait probablement que si Max est devant, il ne le rattrapera jamais. Il a tenté, ça n'est pas passé. Mais dans sa déclaration, et puis il faut aussi avoir en tête que, mine de rien, je suis pas sûr que lui sache et connaisse son avenir. Où sera-t-il en 2024 ? Donc c'était peut-être pour lui, au Mexique, la dernière possibilité de remporter un Grand Prix, d'autant plus un Grand Prix chez lui à domicile. Mais attends, mais moi, l'approche, là je te rejoins pas du tout. L'approche pour moi elle est lunaire de Sergio Pérez. Parce que là dans ce qu'il dit, on sent une attitude kamikaze, une attitude de je veux gagner ou rien. Certes peut-être dernier Grand Prix au Mexique, en tout cas dernière opportunité de gagner au Mexique, mais est-ce que l'opportunité de gagner il l'a vraiment ? À un moment donné il faut être réaliste. Est-ce que face à Max Verstappen, il peut, même s'il est devant en piste à un moment donné, lutter ? On a vu toute la saison que non. Donc est-ce que prendre un risque inconsidéré, parce que c'est un risque inconsidéré qu'il a pris au premier virage, était bankable, ou en tout cas avait du sens au vu de ses négociations à l'heure actuelle pour rester dans le baquet de la Red Bull ? C'est un suicide. C'est un suicide ce qu'il a fait au premier virage. Quand il dit je repars l'esprit tranquille, mais l'esprit tranquille de quoi ? D'avoir tout tenté ? Attends, moi quand j'ai une situation et je me dis j'ai pas de regret à la fin, c'est parce que pour moi j'ai tout bien fait. Il a pas tout bien fait là. T'as fait 71 tours en attaquant au maximum quoi. Je veux dire, je repars l'esprit tranquille. T'as fait 400 mètres, tu t'es craché dans la Ferrari et devant ton public, au moment où justement on allait être plus clément avec toi, tu t'es ramassé. Donc je vois pas comment il peut dire je repars l'esprit tranquille. Concernant la déclaration où moi je trouve qu'il me rejette la faute sur Leclerc, c'est quand il dit je m'attendais pas à ce que Charles freine aussi tard, c'est vraiment dommage. Mais attends, à quel moment dans une lutte à 3 de front, c'est le mec qui est au milieu qui est fautif ? Le mec qui est au milieu, il doit suivre le mouvement. Mais attends, mais si. Moi j'ai pas l'impression qu'il rejette la faute sur Charles non, Leclerc. moi Il est plus lui justement surpris parce qu'il pensait être le frentard on va dire dans cette affaire et qu'il est moi je trouve, je le lis comme s'il était impressionné par le freinage tardif de Leclerc. Ça fait 15 ans ou 12 ans ou 10 ans, je sais pas exactement, que l'on a Pérez en Formule 1. Moi je l'ai déjà entendu plus acerbe derrière les micros quand il fallait être plus acerbe derrière les micros. Mais là, il est dévasté aussi de ce qui s'est passé au moment où il parle. Aucun moment. Encore une fois, c'est mon interprétation. Peut-être que des millions de gens ont ton interprétation, Brice. Mais moi, à aucun moment, je ne lis, j'entends ou je ne comprends un Sergio Pérez qui, sur cette situation-là, rejette la faute sur. Tu vois la différence entre un Sergio Pérez et un Lewis Hamilton, c'est qu'après le Qatar, Lewis Hamilton, il dit 100% ma faute, désolé à George, j'ai fait n'importe quoi, terminé, bonsoir. Alors qu'à la radio, il dit. Oui. Mais il le dit directement en pool média derrière, en disant j'ai revu les images, j'ai fait n'importe quoi, c'est ma faute. On est bien d'accord. La situation est similaire, quoique pour moi, il y a plus d'espace pour Pérez parce qu'il n'y a pas ce côté je vais la perdre sur l'extérieur pour Sergio Pérez. Là, je vais citer une phrase de votre maître à penser à tous les deux. Vous avez mis un t-shirt vert tous les deux. Bah oui. All the time you have to leave the space. Alors, du le t-shirt. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une situation à 3 fronts, Max Verstappen doit laisser l'espace à Charles Leclerc. Sergio Pérez doit laisser l'espace à Charles Leclerc. Sur ce point, on est tous d'accord. Donc, à partir du moment où il y a contact avec Charles Leclerc, c'est l'une des Red Bull qui est en faute. Point barre, dans tous les cas. Parce que, au milieu, lui ne peut pas gérer l'espace. C'est l'homme à l'extérieur et l'homme à l'intérieur qui peuvent gérer l'espace. Donc, avec plus de responsabilité à mes yeux pour celui qui est à l'extérieur. Bien donc évidemment, parce que Max Verstappen peut aussi être victime d'un tassage de Sergio Pérez sur Leclerc et inversement. Non, je vais être. Non. Peut-être le but. Ouais, en tout cas, il a fait vol plané derrière et Max il s'est envolé. Mais tout ça pour dire que. Alors j'entends, oui, mais Pérez avait les roues devant, ça machin. Alors, moi aussi, ça n'existe pas. Alors, moi aussi j'ai les roues devant si je freine pas. Premièrement. Et de deux, l'aspiration qu'il prend derrière, il doit la maîtriser.
son dépassement et de le maîtriser. Je suis d'accord qu'à partir du moment où tu es à hauteur, les deux ont la responsabilité équivalente, mais quand tu te pointes à cet endroit-là et que tu fermes derrière, tu n'as pas laissé l'espace, et à partir de là, la notion d'avoir des roues devant ne compte même plus. C'est même pas le problème. Tu n'as pas laissé l'espace, point barre. Donc, ça aurait pu compter s'il n'était pas 3 mais 2 et que Leclerc, effectivement, justement, Bien refuse sûr. de prendre la corde. Mais là, en Exactement. Il l'occurrence, l'emmène à l'extérieur. et Leclerc tourne. Quand tu regardes la caméra embarquée de Leclerc tourne elle est tard. victime, lui. Leclerc tourne tard, mais il tourne au moment où la Red Bull tourne, celle de Verstappen. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avant, il est bloqué, il se fait un peu emmener, et c'est à ce moment-là que Sergio Pérez, lui, ne tient pas compte des deux monoplaces, tourne, va prendre la corde, comme si de rien n'était. Regardez les images, comme si de rien n'était. Peut-être un poil large, mais peut-être 20 cm trop large. Et il vient s'encastrer. Donc à partir de là, pour moi, c'est un move lunaire, et qui juste, en fait, dépeint un trop-plein d'émotions, un trop-plein de pression, et qui est le point d'orgue des problèmes de Sergio Pérez cette saison, à savoir, j'ai voulu en faire trop pour essayer de me rattraper, mais je n'y suis pas. Et quand il dit je repars à l'esprit tranquille, pour moi, il se voile la face complètement. Exactement. On a parlé du crash, les gars. Je pense qu'on a été complet sur l'analyse justement de ce crash. Faut remettre ce crash en perspective d'un week-end où Daniel Ricciardo a été quand même très performant. On l'a dit, il a battu Checo Pérez en Q1, en Q2, en Q3. Il avait un rythme extraordinaire sur cet AlphaTauri. Il était pas loin même de rentrer dans le top 6, puisqu'il était à la lutte avec George Russell en fin de course. Qu'est-ce que ça dit justement, ces deux destins à la fois liés et aujourd'hui complètement opposés, avec deux trajectoires. Le fameux coup d'éclat, on disait la semaine dernière, enfin je vous disais la semaine dernière que j'avais la sensation qu'un coup d'éclat de Daniel Ricciardo pouvait le placer dans cette Red Bull. Est-ce que ce coup d'éclat justement a eu lieu ? C'est pas l'enseignement principal, moi, que je tire du Mexique. Moi, l'enseignement principal que je tire du Mexique, c'est quel est le niveau de cet AlphaTauri sur l'ensemble de la saison. C'est vrai que c'est dur à lire. Parce que Est-ce Ricciardo, t'en c'est reviens pas à seulement... Tsunoda qui n'est pas étalon, justement Parce que, justement, Ricciardo, c'est pas un dimanche performant. C'est un vendredi performant, Ouais. c'est un samedi performant, c'est un dimanche performant. En essai libre, ça vaut ce que ça vaut. Il termine à chaque fois dans le top 10. Il fait même, je crois, une P6. En qualif, deuxième ligne. Meilleur qualif de la saison, indiscutablement. Deuxième ligne. Devant Pérez, devant les deux Mercedes. Daniel Ricciardo, qui revient de blessure, qui revient de 2 mois ou 3 mois d'arrêt. Alors, certainement qu'elle a évolué aussi, cette AlphaTauri, qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même voiture qu'en début de saison, puisqu'on le voit aussi avec Yuki Tsunoda. Mais oui, c'est une immense performance de Ricciardo, d'autant plus au Mexique, d'autant plus avec le raté de Sergio Pérez. Forcément, ça va. La pression qui était déjà quand même très très élevée pour Pérez, là, elle commence à atteindre un stade encore plus important, malheureusement pour lui. Brice, la surconduite de Pérez au départ, est-ce que justement le facteur Daniel Ricciardo a pu à un moment donné s'instiller dans la tête du Mexicain ? Je pense que déjà il devait le passer lui, et ensuite il devait se retrouver dans sa tête au moins à hauteur de Max. C'est ce qu'il a brillamment fait pendant 400 mètres. Mais derrière, à la fin de la course, est-ce que tu as vu cette année un pilote de la famille Red Bull, je prends le truc en globalité, faire une course aussi solide, aussi régulière, aussi performante, et surtout le cash à l'arrivée, les points. À part Max, tu veux dire ? Oui, c'est ce que j'allais dire. Bien sûr. Parce que sinon, en fait, c'est juste La précision. another day in Max Verstappen's life, sinon. Mais est-ce que tu as vu ça chez un pilote de la firme Pérez en début de saison, quand même. aussi solide? Après, c'est peut-être plus facile. Il n'est pas dans la lutte quand il se passe avant ça. Miami, Pérez, il a la monoplace à l'époque. C'est vrai Ouais. que Ricciardo, on ne sait pas en fait. Moi, aujourd'hui, c'est l'inconnu. Je ne sais pas ce que vaut cette monoplace. L'intégralité des gens n'est pas d'accord avec moi sur Tsunoda. Et sur le fait que Tsunoda... Je pense que depuis hier, ils sont un peu plus d'accord avec toi quand même. Ben non, tout le monde me dit ouais, mais tu rends pas compte la course qu'il fait. J'ai rien à foutre de la course qu'il fait. Très bien la course qu'il fait. Il met pas les points. Non, C'est mais tout. en fait, il ne met pas les points, mais totalement, vraiment, à cause d'une bêtise. Mais oui, mais c'est l'immaturité du mec que j'aime pas moi. Là, c'est. Et même la réaction Bien après sûr qu'il est bon. Et attends, Là, même la c'est- réaction après l'erreur. Mais Parce ouais. que tu peux faire une erreur. Alors celle-ci, elle est grossière. Mais derrière, quand à la radio, on lui dit tu as un meilleur rythme que les gars devant toi, vas-y, bats-toi. Et qui dit mais non, mais c'est foutu. Et qui baisse les bras. C'est Tu pas, vois, c'est pas l'attitude Je d'un vais te dire, à mes compétiteur. yeux, c'est plus inexcusable ce qu'a fait Que Tsunoda que Pérez. Bah largement. Parce que Pérez, c'est un début de course. Il y a l'aspect émotionnel, l'adrénaline, etc. Ils sont trois. Bon, erreur de jugement. Là, tu es en deuxième ou troisième partie de course. Tu es en train de signer des gros points parce qu'on le rappelle, Ricciardo termine 7ème
Tsunoda aurait pu du coup terminer 8ème, puisque Oscar Piastri termine 8ème. Ça faisait 10 points hein, pour AlphaTauri. Et au Ça total- doublait le nombre de points quasiment. Au total, AlphaTauri aurait pu revenir, alors dépasser déjà de loin As avec 8 points d'avance potentiels sur As, 4 points d'avance potentiels sur Alfa Romeo et aurait pu revenir à 8 points de Williams. Donc, passer de la dernière place La P8. à la 8ème place et en lutte Pourquoi pour pas la 7ème septième, place. hein. Tsunoda a tout gâché. Mhm. Pour une erreur, une bêtise pour moi que je ne comprends pas. Là, il a fait vraiment comme si Piastri n'existait pas. Exactement. Il était seul en piste. Sachant que le tour précédent ou 2 tours Et qu'il avant, a il y a plus de déjà rythme, hein. il y a déjà un contact avec Oscar Piastri. Hmm. Enfin, je ne comprends pas. Honnêtement, il y a des situations où les fameux coups d'éclat dont tu parlais pour Ricciardo, là, c'était la possibilité de réaliser le coup d'éclat de la saison de Tsunoda. Et c'était la Et possibilité. il s'est planté. quoi. C'était la possibilité en fait de ne pas mettre autant en avant Daniel Ricciardo que ça. Parce que Tsunoda, en fait, sur la course qu'il fait, il se retrouve 8. Alors qu'il part de loin. Hein. Et du coup, on se dit, ah bah c'est l'AlphaTauri, c'est pas Ricciardo qui Tout à a fait le job. Et du coup, ça le permet lui aussi de se mettre en valeur dans un potentiel remplacement dans un an de Sergio Perez. Que dalle. Là, en fait, il prouve quoi? Il prouve juste que face à la pression, si Sergio Perez n'y arrive pas, avec toute la pression qu'engendre Red Bull, puisqu'il est détruit mentalement, Tsunoda, c'est mort. C'est mort de chez mort. Il va hurler tout le temps. Enfin, ce n'est pas un mec fiable pour l'équipe. Alors, encore une fois, hein, on va me dire ce qu'on veut sur il a progressé, il fait des coups d'éclat, machin et tout. En attendant, à la fin, les points, il les met pas. Là, je suis désolé, ce qu'il fait là, c'est. Je pense que les faits d'hier te donnent raison. Et Bah, pour avoir commenté écoute, la hein, course en direct sur vraiment, Winamax, il y j'ai- avait beaucoup de gens qui pensaient à toi. J'ai été très dans le étonné de chat. voir sur X les réactions. J'ai dit à un moment donné que les Tsunoda, moi je trouvais qu'il n'évoluait pas depuis 3 ans, notamment, ça je l'ai pas dit effectivement, je l'ai pas précisé, mais dans l'immaturité. En fait, il ne savait pas gérer une situation chaude au point où, certes, il s'énerve, mais en plus, il fait des moves qui sont pas bons en piste. Et à partir de là, mais on m'a dit, il faut vraiment regarder la F1 avec le cul pour ne pas se rendre compte de ça. Je me suis dit, mais arrêtez. On n'est pas obligé de répéter les bêtises des gens. Oui, Non, c'est mais- vrai. C'est non, vrai. mais en fait, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui trouvent que Tsunoda est en énorme évolution chez AlphaTauri. Écoute, il y aura Plein. il y aura un bilan à la fin de la saison et on sera là pour dresser le bilan Écoute, pilote par pilote, écurie Encore une par, fois, on n'a pas la par science écurie. infuse, hein, on peut aussi. Bah, bien sûr qu'on peut se avoir tromper, des mais- analyses, Ouais, tout à fait. ou des analyses ou. Tant que des toi, t'as les idées mêmes yeux que différentes. moi, c'est bon. Ah non, mais totalement. Non, mais sur Tsunoda, moi, j'ai pas de. Ouais, clairement. Vous nous dites en commentaire bien sûr ce que vous pensez de Tsunoda. C'est un gros premier enseignement où on a parlé du destin croisé Sergio Perez, Daniel Ricciardo. Fucking Red Bull. Ça sera l'attraction bien sûr des prochaines semaines et dès le Brésil la semaine prochaine bien évidemment. Passons au deuxième enseignement les gars. Il y a eu un drapeau rouge. Je vous le disais tout à l'heure en introduction qui nous a un peu coupé les ailes aussi en termes d'excitation, en termes de suspense et qui a surtout condamné certains pilotes. Je pense notamment au pilote Ferrari, à Charles Leclerc qu'on voit actuellement en photo. Revenons sur le week-end de Ferrari déjà avec la grande surprise en Q3 samedi en qualification grâce à des températures de piste plus fraîches. Une première ligne 100% rouge, c'était plus arrivé depuis le Grand Prix des États-Unis de l'année dernière. Le miracle du premier virage pour Charles Leclerc avec ce flap certes qui a été éjecté avec le contact avec Sergio Perez, mais quand même on aurait pu croire qu'il puisse abandonner. La Ferrari est une voiture robuste. Il n'a pas non plus souffert d'un déficit de performance après cette collision. Le problème de dégradation chez Red Bull qui a ouvert une fenêtre de stratégie intéressante pour Charles Leclerc et Carlos Sainz. On rappelle, la grande problématique, c'est qu'ils ont passé les durs 2 tours avant le drapeau rouge du côté de chez Ferrari. Et derrière, ils se sont retrouvés en difficulté au restart lorsqu'ils ont chaussé justement ces gommes dures. Alors, c'est pas les seuls, Ferrari. Il y a eu d'autres victimes. Il y a eu Norris, même si ça l'a remis dans la bonne fenêtre de stratégie. Albon qui s'est arrêté aussi également pendant la safety car. Et puis, on rappellera que chez Alfa Romeo aussi, si les voitures sont loin, et notamment Valtteri Bottas, c'est parce qu'il s'est arrêté 2 tours avant le crash, justement, non pas de Bottas, mais bien le crash de Magnussen. Maudit drapeau rouge, il vous a énervé ce drapeau rouge, les gars, même s'il était, on le rappelle, obligatoire d'un point de vue sécurité. Stratégiquement, il a gâché la course. Il était scripté ce drapeau rouge. Stratégiquement, il a gâché la course parce que, effectivement, lorsque je vois la stratégie Ferrari de prolonger justement ce premier relais par rapport à Verstappen, par rapport même à Hamilton, sur le coup, je me dis, ah ouais, intéressant. Ferrari tente quelque chose de différent, qui peut marcher, qui peut ne pas marcher, on ne le saura jamais, hein, malheureusement. Était-ce peut-être la seule opportunité d'aller chercher une victoire avec des pneus plus frais en fin de course? Est-ce que Verstappen était sur une stratégie à deux arrêts, est-ce qu'on l'aurait poussé, du coup, forcé à faire un deuxième arrêt?
on ne saura jamais, mais il y avait cette curiosité de savoir. En fait, c'est ce qui aurait pu me maintenir justement excité par la course. Et malheureusement, alors oui, le drapeau rouge il est indispensable parce qu'effectivement, il y a les barrières, les tech pro qui sont abîmées et qu'il fallait réparer. Après, on a mis quoi ? On a mis 10-15 minutes à les réparer. Est-ce que du coup, c'est un autre débat, mais bon, le drapeau rouge est tombé. Mais c'est vrai que ça a été assez rageant et frustrant. Pas grand chose de plus là-dessus. Juste rappeler, excuse-moi, ça va te permettre de gagner du temps. La préconisation de Pirelli, c'était bien 2 arrêts pour ce Grand Prix. C'était la même préconisation à Austin. On rappelle que Ferrari et Mercedes à Austin, c'était à un moment donné, avaient été tentés par cette stratégie en arrêt. J'ai pas vu ça, moi. Ah ouais ? Non, j'ai vu Mexico, c'était medium hard le plus recommandé. Ouais. Hard soft en deuxième, avec des D'accord. hard qui feraient 52 tours. Et sinon, la troisième prédiction, c'était medium hard medium. D'accord. Bah tu vois, my bad. Erreur de ma part. Après, les prédictions de Pirelli, c'est avant la course, il y a l'évolution de la piste, il y a des choses que Pirelli ne peut jamais savoir. C'est pour ça, moi, je prête pas trop attention à ce que dit Pirelli avant la course. Et Enfin, c'était une 2 arrêts, hein, si jamais il n'y avait pas de... ouais, mais on est d'accord pour dire que Ferrari était sur une stratégie à un arrêt. Que c'est la seule écurie qui, visiblement, avait le rythme pour tenter une stratégie à un arrêt. C'est ça qu'il faut relever. C'est que ces problèmes de dégradation qui handicapent la Ferrari, qui lui permettent d'avoir un rythme de course qui est digne à sa hauteur de celui de la Haas, tellement il tombe par rapport au samedi. Ce week-end, c'était pas le cas. En tout cas, en médium. Le rythme de Charles Leclerc sur les médiums est phénoménal. Est-ce dû à cet aileron avant cassé qui, du coup, abîme moins le train arrière au vu du décalage d'air? Théorie Villeneuve. Bah écoute, J'ai beaucoup de respect pour les pilotes. Ouais. j'ai tendance Réponse de Frédéric Vasseur hier. à davantage croire Jacques Villeneuve que mon propre avis en termes de pilotage, mais Et Frédéric Vasseur, manifestement, Oui, de ce que je comprends, il n'est pas trop d'accord. C'est pour ça pourquoi je... Mais il a beaucoup de respect pour les j'ai quand pilotes. même souvent l'impression que dès qu'on casse un truc, ça marche mieux. Je sais pas pourquoi. Chez Ferrari en général. Ouais, j'ai fait quand même, c'est assez régulier. Mais tout ça pour dire que ce rythme était là en médium, que je suis d'accord avec Hamza sur le fait qu'ils ont tenté, ils ont fait ce qu'il fallait, et que les circonstances de course ne leur permettaient pas de faire mieux que ça. Donc, du coup, oui, c'est frustrant, c'est rageant, parce que potentiellement, il y avait une victoire pour Charles Leclerc à la clé. Vous y croyez vraiment à ça, les gars? Parce que quand Charles Leclerc, à la fin de son premier relais, quand Charles Leclerc est en piste et leader, il a le clean air, et que Verstappen a chaussé les gommes dures, Max Verstappen roule 1 seconde plus rapide par Mais tour c'est pas que énorme. Charles Leclerc. Alors, c'est pas énorme. C'est pas énorme au vu du fait que Max Ça Verstappen condamne va la stratégie un peu de Ferrari quand même, non? Mais ils vont devoir se réarrêter. Bien sûr. Normalement, hein. Mhm. Ils se sont arrêtés au tour 19. Hein. Mhm. Ils sont à 71 des Sachant tours. que la Ferrari a quand même plus de mal sur les gommes dures, on l'a vu ensuite tu vois, sur Mais le- ça, est-ce sur- que tu sur le pouvais second le- Mais relais. ça, on le savait pas. Tu le savais pas? Oui, il y a quand même des exemples dans la saison où tu sais que il y a une irrégularité selon Oui, la ouais, typologie de chaque gomme avec cette circonstance de voiture. course, l'évolution de la piste, la température de piste qui Si tu baissait veux. entre le début et la fin de GP. Moi, sur ce type de... Oui, effectivement, on voit une Ferrari qui a peut-être plus de mal depuis le début de la saison avec certaines configurations, certains types de pneumatiques. Mais encore une fois, pour moi, chaque course vaut la sienne Bah oui. parce que les conditions sont différentes. Puis je me serais jamais attendu à ce que la Ferrari tienne les médiums à ce point-là. L'évolution Donc, du de base, tarmac, oui, voilà. Tu vois, pourquoi pas à ce moment-là rêver de te dire, bah écoute, s'il est en son relais et qu'il s'arrête au tour 31 comme il l'a fait, ok, il peut faire un stop et Max il tiendra pas, c'est dur jusqu'au bout. Enfin, en théorie, parce que vu comme il a... Enfin, moi j'ai tout misé, entre guillemets, si on voulait penser à un autre pilote gagne que Max Verstappen, j'ai tout misé à ce moment-là sur la dégradation importante de Max Verstappen. On était tous surpris de voir que le leader, dans un air propre, avec sans surchauffe particulière, avait détruit ses gommes en 19 tours, alors que tout le monde les a emmenés au moins au 24-25, et les Ferrari, elles, au 31. Donc... Et des messages sans équivoque aussi, hein, quand son ingénieur lui dit aide-nous s'il te plaît, ne prends pas la bordure par exemple au virage 3, c'est pas des messages qu'on est habitué à voir ou à entendre en tout cas du côté de chez Red Bull cette saison. En même temps, quand tu es Verstappen, quand tu es Red Bull, t'as pas besoin de surconduire, d'attaquer plus que la normale. 70% suffisant. Exactement. 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 Ah, Vas-y. tu voulais passer au troisième Ah non, enseignement non, pas du tout. Justement, Vas-y. très rapidement, parce que on parle beaucoup des perdants. J'aimerais saluer un coup. Moi, je suis toujours friand de ce type de Albon. prise de risque. Esteban Ocon. Ah. Parce que contrairement Dans à le Albon, message qui, radio, lui- tu veux dire? Non. En fait, Alex Albon, lui, s'arrête lors de la voiture de sécurité. Albon et Ocon sont, je crois, les deux seuls pilotes à être partis en dur.
Albon s'arrête lors de la voiture de sécurité. Et chez Alpine, on a laissé Ocon dehors en se disant il y allait avoir drapeau rouge. Et il y a eu drapeau rouge. Finalement, Ocon termine dans les points. C'est à saluer. Je sais que nos amis chez Alpine, Au détriment de Gasly. on n'en a pas forcément beaucoup trop parlé positivement cette saison, ni depuis 2 ans, parce que les circonstances, la saison, enfin, il y a plein de faits qui. Mais là, en l'occurrence, c'était à signaler, je voulais le signaler. En revoyant la course, c'est ma dernière relance, les gars. Je digresse un peu par rapport à cette histoire de safety car et de drapeau rouge. En revoyant la course hier soir, là, dans la nuit, je me demandais quand même, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir sur la règle, ça peut faire un bon débat dans les semaines à venir, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir sur cette règle d'ouverture de pit lane pendant une safety car? Parce que quand tu prends les destins, par exemple, de Norris, de Albon notamment, si tu reviens à ce qui se faisait notamment, je crois, en 2008, lorsque le safety car était sorti, on fermait justement cette pit lane. On aurait peut-être moins cet effet, tu sais, la track position et le pilote, on va dire, qui est devant à la sortie de la safety car, qui est systématiquement victime. Je suis totalement contre. Par contre, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir. J'ai pas d'avis tranché, même si la balance, le curseur est un peu plus d'un côté que de l'autre, mais pas de manière franche. Est-ce qu'on doit autoriser les changements de pneumatiques sous drapeau rouge? Ça, c'est autre chose. D'accord. Sauf changement de Sur ce volet-là, piste, toi. pluie, etc. Après, moi, j'aime bien les arrêts sous voiture de sécurité parce que ça rebat les cartes, parce qu'il y a des stratégies qui peuvent se... C'est pas trop artificiel pour toi? Non. Bah justement, c'est le changement sous drapeau rouge qui pour moi. Oui, c'est vrai. Exactement. On arrête la course pour une raison de sécurité. C'est pas pour autant que tout le monde doit repartir avec. Enfin, les stratégies elles sont en place en fait. Par exemple, tu vois, enfin, si t'as Norris qui part 19, qui se retrouve 5ème parce qu'il s'est pas arrêté, et que tu lui offres la possibilité de changer de pneu, en fait, tu offres 30 secondes au mec. Et je vois pas la justification. À part, sachant que tu lui offres déjà un le fait de repartir secondes, exactement, parce Oui. que le peloton est regroupé. Complètement. Donc après, c'est sympa pour le spectacle de temps en temps, dans le sens où. Enfin, est-ce qu'on n'est pas en train de dire ça aussi parce que Max Verstappen a changé ses pneus Ouais, c'est ça. et que du coup, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on se pose la question uniquement parce que ça a tué le potentiel spectacle de celle-ci. Honnêtement, non. Mais c'est en- c'est pas la première fois dans les Mais années qu'on en parle. mais en soi, moi je trouve que t'as raison, c'est que ça tue un peu le potentiel équité sportive à ce niveau-là. Après, c'est un des artifices dont la F1 dispose et il y a certaines fois, faut pas qu'on se mente les gars non plus, on était bien contents que ça se passe. Exemple, tu vois, Monza 2020. Tu vois, Oui, bien sûr. tu vois, enfin, il y a Bien plein de fois où on est bien content Bien sûr. qu'ils puissent tous repartir avec le capital pneu qu'ils veulent, tu vois. Ça peut poser une question de philosophie et d'esprit, mais ça, à la limite, je vous l'ai dit, on peut se garder ça. Mais c'est vrai que, moi je suis débat, d'accord avec toi sur un truc, c'est rebattre les cartes. Au final, est-ce En fait, que... le drapeau rouge rebat déjà les cartes. Oui, je suis d'accord. Et du coup, est-ce que repartir en pneu neuf tout le monde, ça ne réinstaure pas la hiérarchie de base que tu as vue et que tu espérais fuir, entre guillemets, tu vois. Une course, c'est 305 km. En l'occurrence, au Mexique, le drapeau rouge arrive plus ou moins à mi-course. Ça devient une course de 150 km. Puisque tout le monde a la possibilité, sachant que tout le monde n'a pas le même réservoir pneumatique. Oui. Certains n'ont plus de médium neuf, certains n'ont plus de dur dur. neuf. Donc, si tu prends Hamilton, Piastri, Russell, ils partent avec des médiums usés. Puis il y a des pilotes, prenons l'exemple de Norris, lui comme il s'est sorti en Q1, il a tout un éventail de pneumatiques neufs. Encore une fois, j'ouvre le débat. Et revenir, la première c'est pas un partie de débat- course de c'est- Ben Khalif, en fait. Exactement, c'est pas un débat qu'on est prêt à avoir en France parce que ça a été un moment de joie extraordinaire. Mais la victoire de Pierre Gasly, Comme tu disais, c'est quand même parce qu'il y a ce drapeau rouge et parce qu'il y a cette possibilité. Alors nous, en tant que Français, oui, on était heureux. Mais si Gasly ce jour-là avait été la victime, on aurait été malheureux. Oui, bien sûr. Si on parle uniquement sportif, Si tu sors du faudrait se prisme poser des questions. franco-français, forcément la question se pose. Les gars, le temps passe, il faut qu'on avance. Troisième enseignement, je veux absolument parler du chouchou de Hamza Rahmani, monsieur Lando Norris. Je veux aussi également parler d'un garçon qu'on n'a peut-être pas assez critiqué dans cette saison 2023, c'est George Russell. Commençons avec la folle remontée déjà de Lando Norris. Il y a eu cette Q1 absolument catastrophique, lui qui s'est lancé 17ème sur la grille, piégé et aidé, on l'a dit à la fois par le drapeau rouge. Il y a eu quand même 2 dépassements incroyables, celui sur Russell, celui sur Ricciardo, dans des endroits en plus, on n'a pas l'habitude de voir les pilotes dépasser du côté du Mexique. Il est P5 au final, c'est 12 places remontées. Piastri, qui l'a encore archi dominé quand même sur le week-end.
Et puis, on va mettre les deux destins liés parce qu'ils sont pas mal bataillés hier en piste. On a un Norris, je l'ai dit, étincelant, mais un Russell qui nous laisse un peu sur notre faim ces dernières semaines. Un peu trop en retrait, encore dominé par Hamilton, bloqué derrière les Ferrari. Dernier du classement des 3 top teams, au classement des pilotes. Et aujourd'hui, 69 points de retard sur son coéquipier Lewis Hamilton. On n'a pas ouvert le dossier de George Russell encore dans cette saison. Et pourtant, il y aura déjà des choses à dire. Si on prend les deux destins croisés, on rappelle, Russell, on l'avait mis chapeau 1 et Lando Norris, on l'a mis chapeau 2. George Russell, cette année, quand même, moi, je trouve qu'il a acquis un statut l'année dernière qu'aujourd'hui, il a plus de mal à assumer. Ce statut, pour moi, c'est celui de rival de Lewis Hamilton. En termes de points, en termes de pilotage, en termes de bagarre en piste. Alors, effectivement, on n'est pas sur Valtteri Bottas. On n'en est pas revenu là, en termes de domination. Mais cette année, est-ce qu'on n'est pas déçu, quand même, de l'irrégularité de George Russell? Parce que des coups d'éclat, il en fait. Il en a fait en début de saison, notamment. Et puis même, à Singapour, c'est sa faute s'il se crache, comme on en parlait hier soir avec Hamza. Mais un temps, il se crache. Mais sinon, avant, il a quand même un pace qui est phénoménal. C'est la victoire ou rien, comme Sergio Pérez au Mexique. Pour moi, c'est quand même pas comme ça qu'on veut avoir la F1. Mais tu vois, mais Kimi était pareil, j'aimais pas ça de lui. Je me dis, je vais faire deuxième, mettre des points. Qu'est-ce que tu me fais chier? Tout ça pour dire que je trouve que George Russell, effectivement, a baissé cette saison. Mais est-ce que c'est pas dû à Lewis Hamilton qui, lui, a rehaussé le niveau de jeu, mais alors d'une manière où... Il y a un développement qui va dans son sens. J'ai l'impression qu'on s'en rend pas bien compte, mais on a un très très grand Lewis Hamilton cette saison. Bien sûr. Et puis rappelons-nous quand même que la saison dernière, Hamilton, c'était une saison de test. C'était 20 et quelques courses d'essais libres. Oui, donc ça dessert au final aujourd'hui l'image que George Russell renvoie. Parce que tu as l'impression que la Mercedes a évolué. Parce que Russell termine devant Hamilton, je crois, au championnat, la saison dernière. Je sais pas. À quelques points, là, il y a quand même 69 points. Dans les top teams à part Perez, derrière c'est Piastri qui a 82 points d'écart avec Norris. Mais sinon, c'est gros quand même. T'as Sainz-Leclerc, c'est quand même plus serré, quoi. D'ailleurs, à la faveur de Sainz. Puis surtout le nombre de podiums. Hamilton, c'est 6 podiums. Russell, c'est 1 podium cette saison. Alors, il y a Singapour, mais c'est à signaler. Et on pourra dire quand même qu'il y a une trajectoire, tu le vois d'un point de vue comptable, depuis que la Mercedes est arrivée avec ce nouveau concept, avec les pontons, avec les nouvelles évolutions, qu'on a pris le virage demandé par Lewis Hamilton, on voit que George Russell en pâtit, alors qu'il a fait un excellent début de saison. Et le virage aussi, il est dans la confiance accordée à George Russell. J'ai l'impression que du côté de chez Mercedes, on lui accorde moins de confiance. J'en veux pour preuve les radios, où j'ai quand même l'impression qu'il est de plus en plus en train de gueuler à sa radio que ça va pas au niveau stratégique, et qu'on ne l'écoute pas chez Mercedes. Ça a toujours été le cas, j'ai l'impression, chez Mercedes. Je sais pas. Pas sur Russell, mais globalement, je rappelle la déclaration. Mais on loue la proactivité de Russell d'habitude. Oui. Et là, on loue là, on est plus dans le mode il est défaitiste vis-à-vis des strats. Parce que Mercedes a certainement pris l'avis de l'ordinateur et a décidé et décrété que c'était la bonne stratégie. Je rappelle encore une fois une déclaration de Valtteri Bottas lorsqu'il a quitté Mercedes et qu'il s'est retrouvé chez Alpha, c'était en Belgique, je crois, 2022 ou 2023. Il dit: Lewis et moi, nous voulions aller dans un sens. L'ingénieur répondait: non, l'ordinateur dit ça. Oui. Ça a toujours été la philosophie Mercedes. Et la maladie Alors Mercedes, aujourd'hui, c'est vrai que quand tu compares les radios de Bottas et les radios de Russell, tu as l'impression effectivement que Russell, il est beaucoup plus proactif, il donne son avis et que ça peut aider. Mais ça a été le cas, je ne sais pas si ça le sera encore. Manifestement, on fait peut-être encore plus confiance aujourd'hui à l'aspect technologique qu'à l'aspect pilotage et pilote. J'aimerais quand même comprendre ce qui se passe là avec Russell, parce qu'en vitesse pure, je crois que sur les samedis, il y a 9-9. Je crois que c'est égalité en qualification. C'est pas loin. Et alors en course, j'ai le sentiment, j'ai pas les chiffres de rapport de domination, mais c'est toujours Hamilton devant, quoi. Et surtout en termes de rythme. Le rythme depuis plusieurs courses n'est pas du tout le même. Au Mexique, 5 dixièmes et demi demi-seconde autour. sur le rythme de course. Moyen. Alors, sur le rythme moyen. C'est difficile à évaluer dans le sens où tu n'es pas dans le même paquet. Le lièvre qui est devant toi ne t'impose pas le même rythme. Tu as des choses différentes à gérer selon que tu es deuxième ou selon que tu es sixième. Soit. Mais quand même, c'est symbolique sur le dernier relais. Mais ça se répète. Hamilton arrive à passer la Ferrari de Charles Leclerc. Là Russell où ne passe pas Sainz. bute sur Sainz, il y a quand même cette symbolique. Quoi. Tu sens. Enfin, moi,
Justement, avec cette symbolique, comment 13 fois cette saison, Hamilton a fini devant. Donc Sans 13-5. Sans compter la disqualification aux États-Unis. Aux États-Unis, d'accord. Attends, on a 19 Grands Prix. On est à 19 Grands Prix. Donc 13 fois, ça fait 13-6. Pas six, ouais. Bah, c'est 2 tiers des fois où il termine devant. Mais tu vois, je reprends l'exemple ce que tu dis, Hamilton versus Leclerc et Russell versus Sainz. T'as pas le sentiment, quand tu vois ces deux moves-là, que Hamilton, il n'y a aucun moment se plaint des waving, des bien sûr. mouvements dans la ligne Devant droite lui, de Charles Leclerc. Il sait que c'est comme ça que ça se passe, puis il a eu Max en 2021. Donc, il sait que concrètement, il va falloir passer et surprendre Leclerc. Donc, quand Leclerc se décale, lui se décale encore plus, va mettre la roue dans l'herbe et le passe en forçant les choses, en disant non, je passe. Russell, premier réflexe qu'il a, c'est pas d'essayer de trouver l'espace, c'est d'appeler la radio et de dire 2-3 fois Carlos, bouge, tu veux que je fasse comment? Je veux bien qu'il le fasse, mais ce que je veux te dire, c'est que il y en a un qui se dit c'est comme ça, il faut que je trouve la filouterie, l'expérience. Tu vois, l'intelligence de course que peut avoir Lewis Hamilton. Et dans ces moments-là, quand les écarts sont si resserrés entre deux monoplaces, bah, je pense que Lewis Hamilton, du coup, son expérience et le vice qu'il peut avoir, parce qu'il est aussi vicieux qu'un Max Verstappen, sauf que ça se voit moins. Le vice qu'il a va faire la différence, je trouve, par rapport à George Russell. Et aujourd'hui, on voit ce manque-là, qui n'est pas un manque de vitesse, mais qui est un manque quand même de science de la course et justement de hammer time, en fait. Exactement. Et il se battait, tu parlais de la bataille avec Sainz, il termine derrière Norris. Hein. Il termine derrière Norris, Et à ça d'être derrière Ricardo. Exactement, Ricardo lui mettait la pression dans le dernier tour. Les gars, on a parlé de Russell, un petit mot sur Lando Norris. C'est devenu un thème qu'on adore aborder dans les pistonnés. Alors vous verrez, je vous fais un tout petit teasing, mais dans quelques minutes, vous verrez que peut-être que Lando Norris et Hamza Rahmani sont d'accord sur la saison de Lando Norris. Mais déjà, cette déclaration à l'issue de la course, Lando Norris qui est plutôt satisfait de son dimanche, il a des raisons bien sûr de l'être, qui nous dit « C'était une course où il fallait gérer les pneus, les garder sous contrôle et c'est ce sur quoi j'ai été bon. Ce sont des choses sur lesquelles j'ai été nul il y a quelques années, voire même quelques mois. Parfois, je suis hésitant et je rate des opportunités, mais aujourd'hui, j'ai fait le maximum de toutes les opportunités et ça a payé. Il y a peut-être un double regard, le samedi catastrophique, le dimanche étincelant. Moi, il y a quand même des choses que j'ai vues en piste du côté de Lando Norris qui m'ont vraiment impressionné. Je reparle de ces deux dépassements, celui sur Ricardo, celui sur George Russell. C'est incroyable de préparation et d'exécution. Celui sur Russell, il est phénoménal. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est l'un des meilleurs dimanches de course que j'ai vu de Norris cette saison et peut-être même en carrière. Au-delà de l'aspect, j'ai remonté 12 places, je crois, au total. Le restart, on peut peut-être mettre un bémol. Oui, c'est le bémol parce qu'il part 10e après le drapeau rouge et il se retrouve 14e après 2 virages parce qu'il rate totalement. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé sur son départ. Il est gêné par la Haas. Enfin, en fait, la Haas le surprend. J'ai l'impression qu'à partir de là, il n'est plus dans sa ligne. Il avait Alors, encore une fois, l'élimination en Q1 lui permet d'avoir un éventail de pneumatiques. C'est le seul à partir en pneumatique tendre au départ de la course. Son but, c'est clair, c'est de passer au plus vite tous les pilotes devant lui, s'arrêter rapidement et de se retrouver dans un clean air pour pouvoir piloter à son rythme. Et c'est ce qui lui a permis rapidement de se retrouver à la 10e place, donc au moment du drapeau rouge. Et puis après, il y a le drapeau rouge. Alors qu'il aide plus ou moins, parce que d'abord, il y a la voiture de sécurité qui l'a validé. Il s'arrête sous voiture de sécurité, et à ce moment-là, je crois qu'il est 6e. Et c'est l'un des pilotes qui avait justement les pneumatiques les plus anciens. Ils avaient 22 tours, je crois. Ils étaient 2 ou 3. Tu avais Albon, tu avais Ocon. Et tu avais un autre pilote. Mais en gros, ils étaient 3. Il était en hard. Peut-être Leclerc. Non, il était en hard. Non, Leclerc s'était arrêté. Leclerc s'était arrêté juste avant. Qui ça? Norris. Oui, mais il s'est arrêté rapidement. Il s'est arrêté au 11e tour, en fait. Mais du coup, il n'avait pas les pneus vieux, justement, au moment de la safety car. Bah, il avait 22 tours de pneus en piste à ce moment-là. Quand tout le monde a les tours. En tout cas, il était sur une fenêtre de stratégie où tu savais qu'il allait s'arrêter au moins 2 fois. Sur la voiture de sécurité à ce moment-là, il a les pneus les plus vieux. C'est l'un des pilotes qui a les pneus les plus vieux en piste à ce moment-là. Donc, il est aidé par la voiture de sécurité. Sauf que le tour suivant, tu as le drapeau rouge. Donc, à ce moment-là, il est battu. Donc, il était 6e. Il descend à la 10e place. 14e. Et derrière, tu as un rythme phénoménal qui te permet d'arriver dans les points et même plus que dans les points, puisque tu termines devant Daniel Ricciardo. Pardon, course, oui, référence pour Lando Norris. Maintenant, encore une fois, j'aimerais vraiment voir un week-end complet. Alors, la qualif, d'abord, il se plante. Que ce serait pas la faute d'Alonso. Ensuite, c'est ce que j'allais dire, il est battu quand même par le drapeau jaune provoqué de manière non intentionnelle, évidemment, par Fernando Alonso. Ouais, il a rien fait. Hein. Mais en fait, il y en a qui pensent que je suis dans... tu
Tu sais, je suis heureux quand Norris se plante. J'attends vraiment. Oh, je t'ai vu. Ouais, c'est vrai c'est vrai qu'en plus on regarde les GP ensemble, tu vois. Mais je t'ai vu faire tout nul. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'attends vraiment le moment où Norris fera son vendredi, samedi, dimanche hyper complet, hyper performant. Et peut-être encore une fois qu'à ce moment-là, ça lui fera ce petit déclic psychologique qui lui permettra d'enchaîner. Mais sur ce que j'ai vu dimanche et uniquement dimanche, ça a été une course exceptionnelle de Norris. Exactement. Brice, quelque chose à rajouter sur Norris? Bah, je suis totalement d'accord avec Hamza. Le week-end doit être pris dans son intégralité pour Lando Norris s'il veut faire performer sa McLaren au plus haut niveau. On constate quand même depuis 3 courses qu'Oscar Piastri est moins là, moins bon, moins à la hauteur de Lando Norris, je trouve. Je ne veux pas lui en vouloir sur une saison de rookie. Concrètement de le préciser. Bah oui, mais en même temps on en a fait l'éloge. On peut aussi dire à un moment donné qu'il est effectivement un poil dans le creux sur la fin de saison. Et on se rend compte à ce moment-là que McLaren a besoin de Lando Norris. Si McLaren a les ambitions de faire P2, de faire P3 au championnat, enfin en tout cas d'aller chercher Ferrari au championnat, Aston Martin c'est réglé de chez réglé, pour aller chercher Ferrari, il va falloir un Lando Norris ultra performant. Et du coup, Lando Norris va avoir besoin de ne pas faire des samedis comme ça. Certes, il y a Alonso en problème, mais le week-end, il aurait pu être beaucoup plus simple pour Lando Norris. Alors, est-ce qu'il aurait fini à une place différente ? Je peux pas le savoir. Il termine 5, on est bien d'accord. 5. Il avait 4e meilleur rythme, c'est ça sur cette course. C'est ça, 4e meilleur rythme, juste derrière celui de Et en étant en Charles trafic à certains moments. Leclerc. Ouais, mais très certainement qu'il aurait pu finir devant Leclerc au 3e. Mais bref, ce qu'on veut dire par là, c'est que oui, il est pilote du jour hier. Oui, il fait une course incroyable. Mais je veux juste mettre le bémol d'un truc. Cette fois-ci, c'est moi, tu vois. C'est que je ne m'extasiais pas des Sergio Pérez pilote du jour quand il remontait de 10 places en partant 16e. Là, le talent de Lando Norris et la monoplace de Lando Norris, c'est logique qu'il remonte. Comme ça, non. Il fait une remontée incroyable et plus belle pour moi que toutes celles de Sergio Pérez depuis le début de saison. Comme tu le dis, le move sur Russell, l'attaque, elle est en 4 temps. Elle est en 4 temps pour aller emmener à chaque fois sur une trajectoire qui soit mauvaise le pilote pour aller dépasser sur un endroit où il n'y a pas de DRS, où il n'y a pas une longue ligne droite, où il n'y a pas d'aspiration. Il n'y a rien de tout ça. Il y a juste une intelligence de décalage qui permet en 4 coups d'aller mettre échec au roi à ce moment-là. C'est prodigieux ce qu'il fait. Mais du coup, comme tu le dis, encore une fois, je n'ai pas vu 100% de Lando Norris. Exactement. J'ai vu 100% de dimanche. C'est l'argument, je pense, les gars, on a fait le tour. Oui, vas-y, Très rapidement, tu parlais de Piastri qui est dans le creux de la vague. Avant Hey, cette course, il doucement. y a un abandon à Austin où il n'est pas responsable puisque c'est l'accrochage avec Ocon qui lui détruit sa voiture. Et les 2 courses avant Austin, c'est 2 podiums. Exactement. La parenthèse est fermée sur Piastri. Juste une preuve que Lando Norris n'est peut-être pas en grand désaccord avec Hamza Rahmani. C'est une petite citation que je vous ai exhumée qui date du début du week-end justement du côté du Mexique. Lando Norris qui se dit insatisfait des occasions manquées jusqu'à présent cette saison. Est-ce que je pense que nos meilleures chances de victoire se sont envolées ? Oui. Ce n'est pas la réponse que je veux donner à tout le monde, mais une victoire c'est peu probable. Le Qatar était notre meilleure chance et je l'ai manqué. Quand tout cela se mettra en place, ce qui ne sera probablement pas le cas cette année, mais l'année prochaine, alors je pense que nous pourrons faire de bonnes choses. Il le dit, Lando Norris, c'est parce que je me suis planté en qualification que je ne l'ai pas emporté du côté du Qatar alors que j'en avais la possibilité. Vous êtes donc réconciliés et j'espère que vous mais serez j'ai jamais bientôt- été en conflit avec je sais Lando bien. Norris. C'est ce qu'il me disait par C'est texto, juste les notamment, comptes sur ce Twitter, week-end. Love Lando, Complètement. My Boy Norris, etc. C'est eux la qui doivent fanbase prendre... de Voilà. Norris avec qui tu as des petits soucis en ce moment. Quatrième c'est mes faux enseignement, les gars, il faut qu'on avance un petit peu. Le chaos du côté de Mexico. Drôle d'ambiance bien autour d'un circuit qu'on aime beaucoup, d'une ambiance qu'on a aussi parfois souvent louée dans les pistonnets avec ce magnifique stadium. Le petit tableau de récap pour vous rappeler les différents faits. Verstappen protégé par des gardes du corps tout au long du week-end parce qu'on craignait pour sa sécurité. Les appels au calme de Sergio Pérez qui ont été nombreux en conférence de presse, notamment avant le début du week-end. Un fan de Checo qui a été banni à vie après le Grand Prix parce qu'il s'en est pris à des supporters de Ferrari après l'accrochage au premier virage. Les sifflets contre Charles Leclerc lors du protocole de podium. Un mort et 3 blessés dans une fusillade aux abords du circuit. Alors on peut aussi rappeler qu'il y a une situation sociale un peu complexe du côté du Mexique et notamment du côté de Mexico. Et la question de savoir est-ce que ça va trop loin. Les gars, on va pas y passer 2 heures sur cet enseignement-là. Moi, là où je suis un petit peu gêné sur
sur ce tableau-là. On a vu ce qui s'est passé hier en Ligue 1 du côté de Marseille. J'aurais du mal à donner des leçons à un pays que je ne connais pas et un pays qui est dans une situation complètement différente de la nôtre. Alors, là-dessus, je ne veux pas qu'on donne de leçons au Mexique, mais je veux pas non plus qu'on fasse les vierges effarouchés. Ni faire dans la pudeur de gazelle. Exactement. Parce que, est-ce qu'on aurait eu le même discours vis-à-vis de l'Arabie Saoudite ou du Qatar? Quel discours on a tenu au moment où le missile survole Jeddah? Alors, je te dis pas qu'il y avait un missile, mais je te dis que est-ce que c'est normal qu'on ait un champion du monde qui doit venir avec une escorte policière plus 2 gardes du corps sous prétexte qu'il poutre son coéquipier et que Ouin Checo n'est pas où il devrait être selon les fans mexicains? Parce que c'est Ouin là. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que c'est nouveau dans l'histoire de la Formule 1? Rappelle-toi, quand Jarno Trulli est venu faire une interview ici, il nous a parlé à Interlagos de l'exfiltration de lui et de Timo Glock après la défaite de Massa dans le dernier Grand Prix en 2008 sur ses terres. Mais t'as raison, c'est pas normal ce qui s'est passé. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai du mal à tirer un enseignement autour de Mexico, autour du Mexique, autour de cette destination. On n'est pas, écoute, on n'est pas visiblement foutu de sécuriser les abords du circuit, puisqu'il y a une tentative de vol de voiture qui se solde par une fusillade et un mort derrière le circuit. Alors, effectivement, le contexte social au Mexique fait que... Mais après, est-ce qu'on ne doit pas mettre en place les choses pour que tout se passe correctement? Je veux dire, tu te rends compte que Sergio Pérez effectue un move, encore une fois, lunaire au premier virage, et qu'on voit un fan de Red Bull fracasser 2 fans de Ferrari dans les tribunes, mais à les taper comme si les 2 fans de Ferrari avaient tué sa mère. Enfin, je veux dire, il y a une différence entre le supporterisme et le fanatisme. D'accord. Et venir supporter son pilote, parce que venir supporter Checo Pérez, c'est du patriotisme de la part des Mexicains et grand bien face à Sergio Pérez. Mais à partir du moment où le supporterisme te fait devenir soit violent, soit te fait perdre ta lucidité, parce qu'au final, je vois même pas, en fait, déjà, c'est Pérez qui est responsable. Je comprendrais encore davantage, à la rigueur, si c'était Leclerc qui avait foutu dehors Pérez. Comme c'est entre guillemets le cas à Interlagos, où c'est la faute de Glock entre guillemets si Hamilton passe devant. C'est la faute de Toyota. Mais là, Leclerc est victime du truc et on s'en prend aux fans de Ferrari. Je veux dire, il y a un moment où il y a un truc qui a disjoncté et où tout le monde s'est mis en défense de Sergio Pérez, quoi qu'il en coûte. Sergio Pérez, lui, a fait des bêtises en piste et derrière, tout le public, enfin, pas tout le public, effectivement, comme tu l'as dit, mais en fait, mais je parle des sifflets plutôt. Mais les sifflets, c'est pas non plus. Non, mais j'en ai Toi, marre de Hamza, ça. J'en ai marre des sifflets. Non, mais en Alors, fait, est-ce que c'est pas le nouveau public de la F1 dans ces cas-là? Non, c'est faux. C'est pas le nouveau public de la F1. Il y a 10 ans, la F1 était au plus bas. Sébastien Vettel, lorsqu'il enchaînait ses victoires, il se faisait siffler sur les podiums. Singapour, il n'y avait pas de pilote. À l'époque, il n'y avait pas de pilote d'Alonso. Excuse-moi, mais est-ce que Singapour, c'était un public de F1 à l'époque? Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Aujourd'hui, tu sais un nouvel endroit, on voulait conquérir un nouveau marché. Qui sont proches des pistonnés, qui se rendent à Singapour. On n'en sait rien. Moi, je vais pas me permettre de dire c'est un public F1, c'est pas un public F1. Moi, ce que je te dis, c'est que les sifflets, c'est pas nouveau. Moi, j'aime pas les sifflets en Formule 1, non pas que je les cautionne dans d'autres sports, mais en Formule 1, c'est différent parce qu'à mes yeux, ce sont des gladiateurs qui risquent leur vie. Malheureusement, ces dernières années, en F1 et dans différentes disciplines, on a trop vu et on a trop eu de pertes à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec le fait de siffler quelqu'un qui, qu'on le veuille ou non, oui, la sécurité augmente, mais risque sa vie à 300 km/h. Ça, c'est la première chose. Pour tes yeux, hein. Pour ton spectacle. Hein. Oui, on est d'accord. Oui, on est d'accord pour tes yeux, oui, aussi oui, pour tes yeux, mais aussi parce que c'est ton kiff. Accessoirement, je pense que s'il y a personne dans les tribunes, ils sont quand même heureux de rouler. Oui, bien sûr. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le stadium, alors je sais pas, je crois que c'est 40 000 ou 30 000 ou 50 000, peu importe la capacité du stadium. Je vais pas me permettre de dire tout le stade où, sincèrement, d'habitude, lorsqu'on a des caméras embarquées en voiture, avec le bruit du moteur, du coup, on entend, lorsque les F1 passent, on entend la clameur du stadium qui va limite couper le bruit du moteur. Là, les sifflets, oui, ils étaient présents. Honnêtement, je suis pas sûr que tout le stade sifflait. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. 2000 ou 5000 personnes qui vont siffler, ça fera plus de bruit que 50 000 personnes qui restent et qui ne parlent pas, qui écoutent juste le discours de Charles Leclerc. Oui, je te rejoins sur le fait sa responsabilité, elle est nulle. Peut-être qu'il a été sifflé par un public qui ne connaît pas la F1, qui était frustré, peu importe. Maintenant, je souscris totalement à ton discours sur le fanatisme, parce que, et ça c'est un message à notre petite échelle, à notre petite communauté dans le monde de la Formule 1. Ça peut exister en France aussi. Hein. Quand vous allez supporter un pilote, une écurie, peu importe,
garder la tête froide parce que Sur les réseaux aussi. oui, sur les réseaux, mais partout. Enfin, Tu viens de un citer minimum Lando d'un- fanboy 44. oui, avec ironie. Un minimum d'intelligence, parce que de toute façon, déjà, qu'un pilote gagne ou perd, ça ne changera rien à votre vie. D'accord ? Et puis, surtout, et tu le disais très bien, c'est que le soutien inconditionnel, donc sans aucune condition, c'est problématique qu'à partir du moment où tu perds ta lucidité. C'est ça, c'est Et la là, perte de lucidité. le soutien inconditionnel de cet individu, manifestement, bah, il aura le temps d'y penser toute sa vie, parce que du coup, il est banni, de ce que j'ai compris, À de vie. tous les circuits, À vie. pas que du Mexique. Oui, De complètement. tous les circuits, À il a vie. été exclu. De Donc toutes les compètes FIA, si j'ai bien compris. Donc le soutien inconditionnel, parfois, ça peut t'amener à faire perdre ton humanité. Donc faire attention à cela. Et puis, dans un autre temps, tu parlais de la fusillade. Moi, de ce que je comprends, encore une fois, c'est une voiture qui a été volée beaucoup plus loin, et l'incident a lieu devant. 300 Je suis pas sûr. Je suis pas sûr en fait qu'il y ait un lien entre le Grand Prix et l'incident de la fusillade. Non, C'est tout. mais juste, en fait, il y a eu des conditions au Mexico ce week-end qui ont fait que le week-end n'était pas, franchement, beau. C'est tout. C'est plus ça. C'est-à-dire que la globalité du week-end, que ce soit en dehors du circuit comme dans le circuit, moi, je trouve qu'il y a des attitudes globales qui ont été à gerber. Et du c'est coup, important déjà dans cette émission. ça me saoule. Je sais que tu veux conclure. Le classement très très rapidement, classement constructeur et pilote. Max Verstappen sera champion du monde en 2023. Red Bull aussi, Non. vous le savez, petit changement chez les conducteurs. Sainz est repassé devant Fernando Alonso, et puis chez les constructeurs, on a AlphaTauri qui donc égalise le nombre de points, le total de points d'Alfa Romeo, et As désormais dernière force de ce classement des constructeurs. Et On a Ricciardo pas- qui revient à 2 points de Tsunoda et Ricardo qui revient 2 points de Tsunoda en effet. en 5 courses. En 5 courses, c'est quand même assez impressionnant. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais Théo Pourchaire et Isaac Hadjar étaient en EL1. Enfin, Théo Pourchaire n'a pas pu rouler, ou trop peu en tout cas. Isaac Hadjar a été assez impressionnant. On vous invite, si vous voulez en savoir plus sur ces jeunes pousses de la Formule 1, on en aura sans doute l'un des 3, en tout cas dans ce plateau d'ici la fin de la saison. La Fabrique des Talents, c'est toujours disponible. C'est sur la chaîne Winamax TV. Le premier reportage, bien sûr, des pistonnés, puisque je vous parle de Winamax. On était du côté de Marseille ce week-end, où on a ouvert un grand débat. Un débat qui te plairait, mon cher Hamza, et je sais que j'ai envie même qu'on le fasse ensemble dans les pistonnés, et peut-être aller un petit peu plus loin sur les décisions de la FIA, l'influence de la FIA, et la question de savoir si la FIA a les moyens de faire respecter son règlement. Voilà, ça c'est pour rattraper un petit peu les vidéos si vous êtes en manque de Formule 1 à la fin de cette émission. Et puis sinon, eh bien, il y a l'avenir, on se projette tout de suite. Il y aura le Brésil la semaine prochaine, et d'ici là, mercredi, on se retrouvera avec un super débat. Aston Martin, Alonso. Alonso est-il condamné à l'échec? Est-ce que la situation sportive d'Aston Martin est préoccupante? Reverra-t-on Alonso devant à la lutte pour la gagne, pour les podiums, et pourquoi pas pour un championnat du monde? Et puis une question un brin provoque, est-ce que quitter Alpine était vraiment le bon choix pour l'ami Fernando Alonso? Bon, on aura l'occasion d'en parler mercredi. Merci Hamza, merci. Tout seul, celle-là. La troisième, tout seul. Écoute, c'est une question que j'ai envie de vous poser. J'ai hâte Bah, d'être à on mercredi. découvre des choses, écoute, j'ai hâte, ouais, moi aussi j'ai hâte. J'ai hâte d'être un mercredi pour avoir des réponses à tout ça. Merci les amis, ciao.